Bonjour à tous, amis de la RH. Bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Alors j'ai le plaisir de te recevoir. Tu es Denis Mineret et tu as un super titre. Tu es le Chief People Officer de la BU Sanofi CHC, donc Sanofi Consumer Healthcare. Ouais, super titre. Eh oui, ça claque. Ça claque. Alors tu vas nous en dire un petit peu plus sur cette belle BU, mais avant j'aimerais m'intéresser à ton enfance. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Je savais surtout ce que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire que je suis... c'est une première bonne question. Je suis je suis bourguignon, originaire d'un petit village en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Et très vite, ce que je voulais, c'était ne pas rester dans mon village. Donc si on me demandait, je viens d'un milieu ouvrier. Mon papa était ouvrier, ma maman ne travaillait pas. J'ai été élevé dans un environnement avec beaucoup d'amour, très heureux. Mais j'ai pris mon premier train à l'âge de 18 ans, j'ai pris mon premier avion à l'âge de 21 ans et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir pu travailler dans 60 pays. Donc très vite, ce que je voulais, c'était, j'avais soif de découvrir autre chose. Donc quand ça a pu se faire, ça s'est fait et ça a été un guide dans ma vie. L'appel du grand large. Exactement, découvrir, avoir... Et t'étais comment à l'école ? T'étais quel type d'élève ? C'était plutôt au fond de classe, à mettre l'ambiance, plutôt au milieu ou plutôt premier rang ? Alors, je ne trustais pas les premières places. Je ne trustais pas les premières places. J'ai mis très très longtemps à trouver... il a fallu que j'atteigne la maîtrise de sciences économie pour découvrir que je voulais faire des ressources humaines. Jusqu'à cet âge-là, jusqu'à l'âge de, je pense, de 22 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et une fois encore, j'étais plus intéressé par découvrir tout ce qu'il y avait autour de moi que être à bûcher au premier rang. Et du coup, tu dis très tôt, tu as l'appel un peu des ressources humaines, si je peux parler ainsi. Et tu vas commencer d'abord chez SPI, puis chez Lafarge. Donc, c'est le monde de l'industrie. Tu peux nous raconter un peu tes premiers pas ? Oui, alors peut-être qu'ils vont même démarrer un petit peu avant, parce que quand je suis rentré à l'université à Dijon, je voulais absolument travailler. Donc, c'était pour moi un moteur. Je voulais pas seulement étudier, je voulais faire deux choses en même temps. Et très vite, j'ai été surveillant, j'ai été pion. Et je pense que c'est là où la RH a commencé, parce que fondamentalement, quand tu commences à l'âge de 19 ans à être pion et que tu t'occupes d'élèves en internat qui passent leur baccalauréat, qui ont 1 an et demi de moins que toi, il faut que tu sois la preuve de l'autorité, que tu apprennes à gérer un internat en faisant des erreurs, en voyant un petit peu comment fonctionne un groupe, etc. Je pense que c'était la première. Est-ce que tu étais le surveillant sympa qui laissait gruger de temps en temps ou t'étais... Exactement, je pourrais raconter des anecdotes, je suis pas persuadé que ça va passionner le podcast, mais en tout cas, j'ai appris que la straight line n'est pas toujours ce qu'il faut faire, et c'était une première école, et puis après, très rapidement, maîtrise d'ESS RH. En maîtrise, j'ai trouvé ma voie avec un prof où là, vraiment, j'ai trouvé que la partie RH m'intéressait. Et puis, j'ai démarré de manière assez classique avec un stage chez SPI que j'avais postulé un peu partout et j'ai trouvé ce stage. À l'époque, c'était le début de la modulation du temps de travail. J'ai travaillé sur cette partie-là. Et puis voilà, donc ça a été le début d'une carrière pour moi sur maintenant plus de 20 ans en RH. Ça commence à faire. Oui, je confirme. Belle credibility. Et du coup, tu découvres le groupe SPI. Donc c'est un groupe industriel. Tu connaissais un petit peu ce monde. C'était quelque chose qui te parlait ou t'es vraiment... Ouais. Stage, j'ai pris une première belle opportunité. C'est pour ça aussi que moi je fais partie de cette catégorie qui croit de personnes pour qui l'apprentissage est aussi important que l'endroit où tu vas et ce que tu y fais. Donc, j'ai commencé à découvrir ce monde qui est un monde très industriel, très beaucoup d'hommes qui travaillent je m'occupais de prévention, sécurité, d'intérimaire, mais c'est une bonne façon d'apprendre. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, et très vite je me suis rendu compte que je voulais apprendre plus, et je regardais vraiment ce qui était toujours un moteur pour moi, c'était l'apprentissage. Donc prendre des risques, ça fait partie inhérente de qui je suis. En revanche, l'aspect learning et qu'est-ce que je peux apprendre est important. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé assez rapidement de quitter SPI au bout de 2 ans et demi pour aller chez Harris, les pains de mie, où je suis allé dans un Algeco avec un directeur d'usine. Nous étions 2.
Donc ça, c'était une belle aventure. Il n'y avait pas d'usine à côté de Lyon. Et puis 3 ans après, quand j'ai quitté, il y avait une usine, 4 lignes de production, 200 personnes. Et donc, j'ai tout fait. Donc, quand je dis j'ai tout fait, c'est que littéralement, tu fais absolument tout et tu apprends ton métier de RH. J'ai fait de la paye, j'ai fait des relations sociales, j'ai fait des learning, tout fait de manière très opérationnelle où je pense que c'est aussi une façon pour moi de me prouver que j'étais capable d'apprendre mon métier dans une usine. Et je m'arrête un petit peu sur ça parce que souvent on a tendance à dire non mais les HR c'est des populations col blanc. J'ai toujours cette notion col blanc, col bleu qui est un peu dure d'ailleurs. On imagine des personnes qui sont au siège, dans leur tour à la Défense. Et là, toi, tu as commencé par une expérience du coup terrain sur site en usine. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience usine ? La première fois que je suis rentré dans un siège, j'avais 32 ans pour être DRH pour la première fois. Avant, je n'avais jamais mis les pieds dans un siège. Et je pense que c'est ce qui fait ma singularité. Pour moi, souvent, on me demande maintenant, est-ce que c'est important de faire un passage en usine ? Je trouve qu'une usine, c'était une mini-compagnie. On y voit tout, on y apprend tout. Souvent, c'est des cycles où ça travaille la nuit. Il faut le vivre, il faut vivre l'expérience d'arriver le matin et de sentir ce qui s'est passé pendant la nuit. On sent le feel of the place que maintenant j'ai la chance de faire un peu partout dans le monde. Ça, je l'ai appris en usine. Ce que j'ai appris aussi, c'est à décoder les gens. C'est-à-dire que les gens dans les usines ne parlent pas beaucoup, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Souvent, c'est des personnes qui ont un cœur incroyable. Donc, cette dimension sur l'aspect émotionnel en usine, je l'ai trouvée même plus forte que dans des sièges ou dans des équipes commerciales. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis, il y a une notion un peu de loyauté où on se tient. Mais une fois encore, moi, je viens d'un monde ouvrier. Donc, ce monde-là, je le connaissais à travers ma famille. Donc, c'était facile. C'est-à-dire que cet aspect, ce que j'appelle zoom in, zoom out, était assez simple pour moi. Besoin d'avoir des règles, mais en même temps d'être proche des gens. Donc ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a renforcé sur ma capacité à apprendre. Donc aujourd'hui, moi, j'encourage les personnes à aller en usine et à apprendre parce que ça donne vraiment de la crédibilité pour la suite, je pense. Bien sûr. Et du coup, tu poursuis dans cette même veine après la WIS, et c'est là où tu arrives du coup chez Lafarge. Et du coup, là aussi, industrie, tu es aussi basé en usine ou tu es... Exactement. Nous partons de Lyon à Aix-en-Provence avec au passage l'arrivée des petites jumelles. Et donc là, je suis passé exactement. Nouveau surtout, poste, ouais, voilà. Exactement. Nous sommes passés d'un environnement où là encore dans la logique de risque, mais d'apprendre. J'ai pris un environnement avec de 1 à 4 usines très syndiquées, donc à Aix, à Marseille, à Lyon et à Carcassonne. Et tout RH qui travaille à Marseille devrait avoir une augmentation de 15% sur son salaire parce que c'est clairement... Il y a une pondération d'office. Non, mais Marseille, Est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas autre chose qu'un climat Marseille, un climat social, j'en parle avec un grand sourire. J'ai eu énormément de plaisir à travailler, mais c'est vrai qu'il y a un environnement à Marseille qui est quand même très particulier, voilà. Donc pimente un peu les choses. Ah voilà, mais j'ai adoré travailler avec ces personnes dans le sud. Donc là, j'avais 4 usines, donc environnement multisite où là, on apprend très vite qu'on a moins de temps pour avoir un impact. Quand les choses se multiplient, il faut être clair sur ce que l'on veut, être capable de suivre, être capable d'avancer sur cette partie-là. Et puis à gérer la fermeture d'un site, ce que je savais à Aix-en-Provence, qui était un site où malheureusement on fabriquait des tuiles, il n'y avait plus assez d'argile. Donc, il fallait fermer le site. Ça, tu le savais avant de venir ? Oui, je le savais avant de venir. Donc, il a fallu le gérer dans un environnement social compliqué, mais ça faisait partie de ma volonté d'apprendre. Et qu'est-ce que tu retiens ? Parce que là, tu vois, tu me dis environnement usine, multisite, fermeture de site. Moi, je me dis, oulala. En plus des HOC, effectivement, des relations sociales potentiellement tendues. Comment est-ce que tu apprends à gérer ce genre de situation ? Parce que tu avais quel âge, en fait ? J'avais 26 ans, 27 Donc, ans. En plus, super jeune. Alors, c'est un peu de la post-rationalisation, forcément, mais à l'époque, je crois que je sais pas si tu me demanderas plus tard, mais je vais y répondre maintenant, si on me demande quelle est ma qualité, je pense que j'ai toujours bien choisi mes managers. Et je pense que quand on est RH, faire un bon binôme avec la personne de qui tu peux apprendre et qui peut apprendre de toi, c'est absolument critique, parce que ce côté, on peut pas être un bon RH sans un bon leader. Sur ce côté...
ne faire qu'un. Donc, dans une situation comme celle-là, en post-rationalisation, faire équipe, en particulier avec ton leader, et puis avec l'équipe forcément, première chose, et puis deuxième élément, être consistant entre qui tu es et ce que tu fais, c'est important. Donc pour moi, le ce que l'on fait est une chose, le comment on le fait est plus important. Et donc le how, comment tu fais les choses, est important. Donc fermer un site parce que tu n'as plus de matière première, les gens le comprennent, c'est dur à comprendre, etc., etc. Mais après, sur le comment tu veux le gérer, c'est quelque chose qui est pertinent. Voilà. Et puis, la chose que je n'avais absolument pas mesurée, c'est que ce que je ne savais pas avant de rejoindre Lafarge, c'était que le site d'Aix-en-Provence était un site qui avait servi de camp d'internement des Juifs pendant la guerre de 39-45, donc avec sur la France libre. Donc, ce qui est assez particulier, le village autour était au courant, mais on séquestrait des gens avant de les envoyer en camp. Et à la fermeture du site, ce camp a été ce site, ce qui s'appelle maintenant le camp d'Émile, il y a même un film dessus, a été transformé en camp mémorial de la déportation. Mais cette partie-là a réveillé de mauvais souvenirs sur le Bien site. sûr. Donc il a fallu aussi gérer ça. Et ça, j'étais pas prêt. Avec beaucoup d'émotions, j'imagine. Ouais, exactement. J'étais pas prêt. C'est là aussi écouter des personnes qui ont plus d'expérience peut aider. Ce que l'on a fait, en tout cas, je trouve très chouette, c'est que maintenant, quand on visite ce mémorial, il y a une partie qui est le mémorial de la déportation, mais on a gardé également l'histoire de la Tuilerie. Et ça a permis de fédérer les gens. Oui, que le patrimoine historique qui en retrouve cette partie-là, etc., etc. Donc, on a pu le faire dans de bonnes conditions parce qu'on a créé la confiance. Donc, une fois encore, ça, c'est un vrai moteur. T'as réussi parce que dans ce genre de situation, il y a des vies, il y a des familles, il y a des gens qui peuvent pas forcément se recaser. Est-ce que toi, émotionnellement, tu as réussi à gérer la situation, à pas te faire non plus happer, à réussir à dormir Alors, sur cette situation, on a réussi à reclasser pas mal de personnes parce qu'on a pris le temps. Donc, c'est-à-dire que la grande décision qu'on a réussi à emmener auprès du groupe, mais le groupe Lafarge à l'époque, les choses ont peut-être un petit peu changé, mais était un groupe avec beaucoup de valeurs. Et on a préféré traiter les salariés comme des adultes, leur annoncer 10 mois avant et se donner le temps de reclasser les gens plutôt que faire une annonce à dernière minute pour éviter tous risques sociaux. Et les risques sociaux, on les a pas eu. On n'a pas eu de grève. On a géré pendant 10 à 12 mois. On a géré cette fermeture du mieux possible. On gardait l'usine de Marseille. On a pu renvoyer des personnes, mais il y a eu 25 personnes qui ont été reclassées en dehors du groupe, ce qui était plutôt pas mal. Et pour répondre à la question, c'est un peu la dimension émotionnelle et rationnelle. Moi, ça m'empêche pas de dormir, dans le sens où je suis quelqu'un d'assez résilient et de savoir pourquoi on fait les choses, de les expliquer, c'est important. Bien sûr, dans la fonction de RH, on est amené à recruter, on est amené à licencier, on fait des erreurs, sauf qu'on peut pas les reproduire. Parce que si on les fait 2 fois, c'est toujours ce que je dis à mes équipes, faire une erreur, c'est OK, mais apprendre très vite pour pas la répéter. Donc, quand on prend des décisions qui sont consistantes avec des valeurs d'entreprise, avec un environnement, ben on explique et puis on avance. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui voulaient pas quitter l'entreprise et après qui ont retrouvé, qui ont rebondi et qui ont fait des choses incroyables dans le futur. Donc ça, c'est des choses qui sont chouettes. Et là, Denis, donc, tu fermes ce chapitre ensuite Lafarge, et là, il y a une autre aventure qui va te happer, qui est celle de Mars, compagnie super connue, avec une culture très forte. On en parlait en préparant cet épisode. Et c'est aussi un autre changement, puisque là, pour le coup, tu redéménages. Et tu arrives dans le monde vraiment des open space, tu quittes l'usine, quoi. Je quitte l'usine, mais on garde quand même l'usine dans le sens où j'ai dû déménager de Paris, où ensuite, après ce poste RH opérationnel, j'ai nommé DRH en France. Et j'ai dû quitter pour la Saint-Denis de l'Hôtel, qui est à côté d'Orléans, qui est quand même à côté d'une usine. La volonté du groupe Mars, c'est d'avoir les sièges à côté des usines. Donc là, c'est pareil, les choses ont évolué. Mais à l'époque, c'était on ne veut pas de second class citizen. Et tout le monde est traité de la même façon. Une machine à café qui est la même partout. J'y ai fait 13 ans. J'ai adoré et j'adore toujours cette compagnie. Elle m'a permis de me développer. J'y suis rentré par le biais des relations sociales. C'est ce qui les intéressait à l'époque, parce que fondamentalement, quand on a un parcours dans la tuile et un petit peu dans le pain de mie, mais j'étais pas consumer goods. Mais ce qui les a fait pencher pour mon profil, c'est que j'avais un profil pour qui l'aspect perso est aussi important que l'aspect fonctionnel.
Voilà, il pensait que j'allais aller avec la culture de la compagnie. Et donc, j'y ai passé de très belles années. J'ai commencé comme RH pour la France et au bout de 2 ans et demi, ouais, j'ai reçu un appel. On m'a proposé un poste à Toronto pour m'occuper d'Amérique du Nord, Amérique latine pour une division Royal Canin que le groupe venait d'acheter. Donc, j'étais le premier RH d'aller dans cette Incroyable, ouais. société incroyable, Royal Canin aussi, qui a gardé son identité au sein de Mars. J'ai passé... Et puis là... entre-temps, un troisième est arrivé à la maison, un troisième enfant, et puis on s'est retrouvé donc à Toronto, où là j'ai changé quand même une équation de toujours franco-français, et tout à coup multi-pays, 2 continents, langues différentes. Donc là c'était Sacré shift. un nouveau stretch, mais j'étais quelquefois proche de la burning zone, hein, quand même, parce que c'est difficile. Et comment ça se passe, la culture à Toronto, le changement culturel, t'as vu? Bon, les Canadiens sont hyper accueillant. C'est très, très bien passé. Au demeurant, moi, je peux raconter une anecdote. Au bout de 3 ou 4 mois, je me suis retrouvé une semaine coincé dans mon lit à ne pas pouvoir bouger. Et en gros, ce qui m'a été diagnostiqué, c'est que j'étais trop stressé. C'est que j'avais une tendance à vouloir trop en faire. Et puis, c'était trop de changements en même temps. Le corps a craqué. Exactement. Donc, le corps a craqué. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est que c'est toujours un peu l'expérience que j'ai eue chez Lafarge, on répète quelquefois des choses qui marchent, où je suis allé voir, entre guillemets, les anciens pour demander conseil. D'ailleurs, à ce sujet, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui viennent me demander des conseils, donc je me rends compte que je suis passé dans la case ancien. Mais les 2 conseils que j'ai eus à cette époque-là étaient de dire, chaque fois que tu vas sur un pays, des fois, tu y vois 2 fois par an. Si les équipes ont moins d'énergie quand tu pars que quand tu es arrivé, c'est que ça n'a pas marché. Donc, tu es là pour donner de l'énergie, pas pour en prendre. Tu n'es pas là pour critiquer les gens, tu es là pour les aider. Tu n'es pas là pour montrer ce que tu es capable de faire. C'est un bon baromètre, ça. Ouais. Et je l'ai toujours gardé. Et puis, le deuxième élément qui était la conséquence, c'est que ça veut dire que ce leader qui s'appelle Jan Van Boon m'a dit regarde-toi comme une batterie. Et donc, quand tu quittes au bout de 3-4 jours au Brésil, si tu es full of battery, tu as plus de batterie, quand tu rentres chez toi, tu es plus une ressource pour toi et pour ta famille. Donc, ça veut dire que tu n'as pas du tout de balance. Donc, il faut que tu donnes de l'énergie où tu vas, mais il faut que tu sois capable aussi d'en donner quand tu es chez toi. Donc, il faut que tu trouves ce rythme. Intéressant. Et tu as réussi, du coup, à rebalancer les choses, ou tu t'es posé des règles un peu sur comment ne pas... Donc, la règle que je me suis posée, c'est que je me suis mis à cette époque, j'ai décidé de courir un marathon. C'est-à-dire que j'ai décidé de me mettre Non, mais j'ai décidé de me dire comment je retrouve une balance physique qui me convienne. Et donc, je me suis retrouvé à me dire... parce que le fait de courir un marathon, tu es obligé de courir 3-4 fois par semaine. Donc, ça veut dire que les meetings ça m'a appris à ne plus faire commencer mes meetings à 7h30 du matin, parce que ça sert à rien. Autant les faire sur des périodes plus courtes, mais productives, et aller courir 1 heure avant. Et quand j'arrive, j'ai de l'énergie, parce que j'ai fait quelque chose qui me plaît, avec un objectif. Donc, être capable de gérer beaucoup mieux mon temps, parce que pour moi, le fait de rajouter des éléments qui étaient importants pour moi, m'ont permis, exactement, ça m'a permis de restructurer et voilà, et je suis parti dans une dynamique qui était positive. Donc vraiment prendre cet aspect-là. Et puis dans une journée, quelle chance d'être basé à Toronto, d'aller aux US, au Brésil, en Argentine, au Chili. Oui, c'est loin de ma famille, mais à côté, si on remonte ce que je disais au début du podcast, j'étais un petit peu où je voulais être, avec cet apprentissage, on apprend de cultures différentes, on est curieux, on découvre des environnements de travail, des environnements personnels, avec des actions sur des favelas en Argentine ou à Saint-Louis dans le Missouri. Là, on rentre vraiment dans des dynamiques où avoir de l'impact demande de comprendre le monde dans lequel on opère et d'être culture aware, vraiment de comprendre ce que l'on fait et puis d'essayer d'impacter. Ouais. Super expérience, quoi. Et ensuite, du coup, tu reviens en France? Je reviens à Bruxelles, où là, on me demande de m'occuper d'Europe et d'Afrique pour tout le business de Mars, et avec un
un gros projet de transformation qui était de faire des clusters, etc. Donc là, on a géré une gigantesque transformation à un niveau vraiment continental. Et là, j'ai l'impression que finalement, tu as un shift aussi de carrière où on te prend au début pour la partie relations sociales parce que tu as été aguerri, confronté à des situations fortes, fermeture de site, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on vient chercher pour d'autres skills quand je t'écoute sur ton tour de Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je disais souvent, moi, quand je fais des entretiens, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu les pics ou les personnes, les personnes qui sont très mild, comment on dit, très moyenne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, de comprendre où est-ce que tu fais ta différence et où est-ce que tu ne la fais pas. Donc, dans mon cas, j'ai compris que mon personal equity maintenant dans le monde des RH, c'est que je suis, je pense, reconnu pour ma connaissance du business et la transformation. Donc ça, c'est des choses que je suis capable de faire plutôt bien. Je l'ai fait pendant des années et ça a été un vrai fil conducteur. Et même quand on était avant en relations sociales, j'ai toujours été dans des environnements sur lesquels j'ai fait des transformations, que ce soit construire une usine, avoir en fermé une, apprendre des éléments de transformation. Ça a toujours été un gigantesque fil conducteur pour moi et ça devient après une mécanique. Mars m'a permis d'apprendre le business, où il y a un concept chez Mars qui s'appelle la Troïka, qui est que comme tout est décentralisé, les general managers ou les présidents ont beaucoup de responsabilités, mais l'ensemble des décisions ne peuvent être prises que par une Troïka, à savoir un directeur financier, le DRH et le patron de la business unit. Pourquoi ? Parce qu'on veut s'assurer que ce qui est fait est dans l'intérêt des salariés et dans le long terme financier de l'entreprise, qui est une entreprise familiale. Donc ça veut dire que naturellement, tu es impliqué dans toutes les décisions de business et naturellement, tu es obligé de monter la barre. Donc aujourd'hui, je sais lire un PNL, je sais avoir une conversation sur le cash flow management, c'est des choses qui font partie de ce que j'ai appris vraiment chez Mars de manière très très forte. On dit que c'est une école aussi très forte, que vous avez un réseau d'alumni, vous êtes... C'est exactement quelque chose, une culture incroyable. Sur ces aspects culturels, s'assurer que les choses soient faites dans le respect des personnes et ça apprend également l'importance de la culture dans une entreprise. Que ce soit une entreprise en mutation, en changement, etc., la culture est un socle commun. Une compagnie comme Mars qui vit sur 5 principes depuis plus de 80 ans, forcément, a ce socle commun. Donc c'est quelque chose, une fois encore, quand on se retrouve et qu'on est consistant avec ces cultures, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très, très bénéfique au quotidien. Donc, Et là, du coup, tu vas passer d'une entreprise avec une culture familiale forte, tu disais, séculaire, à tout d'un coup, du coup, tu es happé par un autre univers qui est celui du monde pharmaceutique et tu arrives chez Sanofi. Comment se fait la transition et pourquoi ils viennent te chercher ? J'ai un chasseur de tête à Londres qui m'appelle, à qui je prends un café une fois par an, Gizem, qui est une chasseuse. Et elle m'appelle, me dit: Denis, j'ai une très belle opportunité pour toi. Et sur le coup, quand elle me dit Sanofi, je suis très, très surpris parce que je dis le monde de la pharma est un monde qui va pas très vite. Et alors que moi, je suis quelqu'un qui suis assez décisif, qui avance, qui a besoin de... Voilà. Et je suis dans une entreprise que j'adore. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Elle me dit: parle pendant... moi, ce que je te demande, c'est de parler avec la nouvelle leader. Donc, je rencontre Julie, qui, elle, arrive de chez Estée Lauder et qui, la volonté de Sanofi est de transformer cette business unit d'un monde pharmaceutique à un monde consumer. Et Julie veut un RH et un directeur marketing qui viennent du monde du consumer. Et donc, je rencontre une dirigeante qui a une énergie incroyable, qui a une volonté de changer et on a un crush. On s'entend très vite, très bien. Et voilà, 49 ans, est-ce que je reste jusqu'à la fin de ma vie chez Mars avec les personnes avec qui je parle fréquemment, ou est-ce que je prends un autre challenge ? Et on a dit pourquoi pas. Et parce que le projet qui était de combien de fois dans une vie, on a une opportunité de transformer pour 10 000 personnes un environnement avec... C'est ça, parce que là, on peut en parler. Tu n'arrives pas dans un contexte quand même anodin. Non.
Du coup, la partie healthcare, c'est à peu près 10 000 collaborateurs, hein, tu C'est l'évoquais? 11 000 collaborateurs, 5 collaborateurs. milliards présents dans le monde entier, oui. Et peut-être juste pour rappeler un petit peu, il y a des marques, enfin, vous êtes sur des produits, on appelle ça, je crois, over the counter. Oui, over the counter OTC. C'est ça? Et c'est des marques, en France, la Bien marque la plus connu, connue hein. est Doliprane, On qui est la marque l'utilise préférée. fréquemment, ouais. Qui est la marque préférée des Français, qui est là, on lit beaucoup de choses. Je ne vais pas faire un cours sur Doliprane maintenant, mais on lit beaucoup de choses fausses sur le sujet. Mais en tout cas, c'est une marque qui est reconnue par les Français. On a des marques comme Lysopaïne, Phytoxyl en France, qui sont très très fortes, Malox, ce type de produit, et qui est un produit où quand on achète dans une pharmacie, avec une prescription ou pas, soit on achète sur le conseil du pharmacien, ou on achète une marque, comme on va acheter n'importe quelle marque de couche-culotte ou de je ne sais pas quoi. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là et avec une volonté de transformer avec beaucoup plus de e-commerce dans des pays. Donc là, il y a un shift à mener, que ce soit sur l'aspect culturel, sur l'aspect talent, sur l'aspect employee experience et sur l'aspect operating model. Donc il y a un chantier gigantesque à mener. Et là, tu es quasiment au carrefour de la stratégie. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu as comme ça une feuille de route qui t'est confiée? Tu arrives, il y a une énorme transformation. Tu parlais du virage digital, il y a un prisme marketing, il y a des marques très fortes. Comment tu construis ta feuille de route? Donc il faut tout d'abord prendre le temps de comprendre le business. Donc je suis quelqu'un qui va vite et quelquefois trop vite. Donc ça, on l'apprend aussi quand on va dans une nouvelle entreprise. C'est une occasion de redémarrer un petit peu balle neuve comme au tennis. Moi, j'ai pris le temps, mes premiers mois, de parler avec plus de 90 personnes dans le business, à écouter, en posant les mêmes questions. Et puis quand vous avez sur une ou deux questions 95 fois la même réponse, en termes de complexité, le besoin de changer, etc., comprendre la stratégie du business. Et pour moi, la fonction ressources humaines est au service du business. Et si vous voulez avoir de l'impact, c'est au service du business. Et que ce soit sur la dimension opérationnelle, mais aussi sur les COI, sur diversity inclusion, sur talent, doit être au service du business. Et une fois que cette partie-là est claire, c'est une partie qui, moi, me paraît absolument critique. Deuxième élément, c'est d'être accepté par son nouveau comité de direction, parce qu'il faut avoir de l'influence. Donc, c'est pas en arrivant en disant « je veux faire ça » que ça fonctionne. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui utilise des modèles. Il y en a qu'un seul que j'utilise depuis toujours, qui c'est le modèle ABCD, Ask, Believe, Challenge, Deliver. Quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, pose des questions, crois en toi. Si on t'a recruté, c'est quand même pas si mauvais que ça. Et n'hésite pas à challenger le statu quo, puis délivre sur assez vite pour que les gens voient que tu es capable de faire des choses, ce qui va te permettre de construire sur ton long terme. Donc, pour répondre de manière peut-être un peu plus spécifique sur la transformation du CHC, le point sur lequel je me suis aligné avec l'équipe de direction, c'est qu'avant de faire toute transformation de l'organisation, il fallait qu'on change notre culture et nos talents. Pourquoi ? Parce que les talents étaient plus sur des profils pharmaceutiques que sur des profils consumer. Donc, il fallait injecter quand même un petit peu de nouvelles compétences et puis travailler sur une logique d'une culture qui soit une culture beaucoup plus rapide, sur une culture de feedback, sur une culture sur laquelle on soit plus décisif dans ce que nous faisons. Et comment tu fais ? Parce que tu disais, moi je trouve ça super intéressant, ton premier cheval de bataille finalement c'est les talents, c'est la matière grise. Tu as des profils qui ne collent pas finalement ou qui sont pas 100% adaptés au futur, à la future vision. Il y a un shift et tu veux des profils plus consumers, donc des marketeurs. Tu évoquais tout à l'heure une marque comme Estée Lauder. Comment tu fais pour les attirer ? Là, alors, je pense que vous avez sûrement des super armes, mais c'est quoi ta stratégie pour les faire venir, expliquer la vie ? Déjà, on a une belle histoire à raconter. C'est-à-dire que quand tu es dans un business qui est en train de se séparer, qui est dans une logique d'une catégorie qui est en croissance, qui n'est pas partout le cas, qui est dans un business qui n'est pas agrégé, et surtout le point que l'on vend dans nos process de recrutement, qui a été un des points clés pour le fait que je vienne également, c'est freedom to operate. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une culture où, je vais prendre l'exemple de notre head of e-commerce. On a recruté cette personne qui venait de chez Rekit et le message, c'est e-commerce aujourd'hui, c'est assez faible chez nous. Il y a tout à construire et tu vas avoir les mains libres. Ça, c'est assez rare dans une grosse structure. Exactement. Et donc, cette partie-là, et les personnes, voilà. Donc, quand tu arrives dans un environnement dans lequel tu as de la liberté d'entreprendre, c'est quand même quelque chose qui est absolument, pas unique, mais en tout cas, qui attire des personnes. On a des belles marques.
qui se vendent, nous sommes internationaux, on a de la mobilité. Enfin, on a quand même beaucoup d'atouts qui nous aident sur cette dynamique-là. Et tu parlais de culture, ça passe aussi par un environnement de travail. Je crois que vous avez emménagé dans un nouveau site, c'est ça? Oui. Avec votre identité. Comment tu l'as conçu? Donc, on l'a conçu sur une logique sur 3 critères. Le premier, c'est que nous voulons être brand-led, orienté sur les marques. Donc, il faut que ce site respire nos marques, parce que c'est ce qui est avant tout pour nos consommateurs. Deuxième élément, on a une notion de sustainability. Donc, pour nous, la responsabilité sociale est importante et la responsabilité écologique l'est. Donc, on s'est assuré qu'il y ait un site qui soit 100% sur le domaine de sustainability. Et troisième élément, flexible, parce qu'une fois encore, on veut de la flexibilité pour nos collaborateurs. Et c'est comme ça que le monde consumer fonctionne aujourd'hui. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur, on va dire, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais de flagship ici, mais maintenant, tous les sites que l'on est en train de faire dans le monde, on les fait selon la même étiquette pour répéter un schéma, pour que partout où on aille dans le monde, on puisse se reconnaître avec l'identité de notre entreprise. C'est la construction d'une culture. Elle ne se fait pas sur une décision, sur un PowerPoint, mais c'est sur les actions que tu mènes au quotidien. Bien sûr. Et tu me disais quelque chose d'assez amusant. Tu avais recruté une ancienne du monde de l'hôtellerie. Oui. Pour animer, du coup, tu peux m'expliquer? Donc, on a la volonté, c'est que quand on parle d'un nouveau bureau, on parle de workplace. Et si on veut faire des changements, une fois encore, c'est quelles sont les actions, les décisions que l'on doit prendre qui vont nous permettre d'accélérer. Donc, l'avantage d'avoir quelqu'un qui vient de l'hôtellerie, c'est quelqu'un qui est habitué à l'hospitalité, qui est capable à gérer, qui est capable d'offrir une expérience à tous nos collaborateurs qui est différente d'une gestion où on gère la maintenance et l'entrée des badges. Donc là, on a apporté une compétence que personne n'avait et on voit tout de suite une différence dans l'organisation des événements que l'on fait, sur la capacité à traiter les collaborateurs comme si c'était des guests dans un hôtel. Et ça à mon sens, un plus qui est absolument formidable. Je peux peut-être prendre une autre exemple en termes de culture, c'est que quand on est dans le monde de consumer healthcare, quand on regarde essentiellement dans les pharmacies en France, mais ailleurs, très souvent les femmes achètent plus que les hommes. C'est une réalité. Et puis, elles ont souvent la charge. Bien sûr, avec combien de mamans ont la boîte à chaussures avec les petits médicaments et on demande, et le papa dit demande à maman. Enfin, c'est quand même encore un schéma qui existe et qui existe mondialement. La raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut refléter nos consommateurs, il faut que nous ayons plus de femmes dans l'entreprise. Et on est aujourd'hui à un taux de parité, on est à plus de 50% sur notre équipe de direction, j'ai parité homme-femme, et on a plus de femmes que d'hommes managers. Donc, mais c'est quelque chose, c'est une volonté que l'on a eue de travailler sur cette dimension-là pour s'assurer qu'aujourd'hui, nos femmes soient plus représentées. La prochaine étape, c'est les seniors. Parce que la réalité, c'est que moi, j'ai aujourd'hui 50 ans et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de plus de 50 ans qui achètent des produits. Donc, comment on intègre aussi une politique senior pour s'assurer que ces gens-là, qui, une fois encore, comprennent et sont nos consommateurs, soient capables de nous faire, de nous amener sur cette dynamique-là. Donc tout ça, ça fait partie de la culture. C'est encore un prisme très business, parce que parfois, tu vois, moi j'entends le D&I, c'est un peu positionné comme un sujet parfois un peu abstrait, mais le fait de prendre aussi par le prisme business et de dire en fait, nos clients sont comme ça. C'est une société qui est diversifiée en âge, en genre. Donc si on n'est pas en phase et si on ne ressemble pas à nos clients, on ne pourra pas penser des innovations à leur attention. Là, je retrouve un peu ta casquette business oriented. Exactement. Je pense que Sanofi, au niveau groupe, a gagné énormément de concours dans les 2 dernières années sur une politique D&I qui est absolument fabuleuse, avec pas mal de choses sur cette partie-là, et qui est un aspect top-down. Moi, je crois beaucoup au bottom-up, sur le fait de dire quels sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et je crois que les personnes le voient. Sur cet aspect D&I, donc avec mon prisme business, un exemple que je peux donner, c'est que ce que j'ai remarqué dans ma carrière, c'est que souvent les écarts de salaire homme-femme, tous les sujets que l'on entend, se passent entre 21 et 35 ans, qui est au moment où il y a la courbe exponentielle, et quand j'ai maternité, il y a un décalage, et le décalage après se poursuit. Mais ce que j'ai trouvé toujours fascinant, c'est que après cet âge-là, quand on a des femmes d'entreprise qui sont prêtes à prendre des postes et qui sont décalés en termes de salaire, on ne peut pas les rattraper à cause de politique salariale. Et il y a toujours une bonne excuse. Ben ça, on ne le fait plus. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux regarder, c'est que si j'ai une personne qui est chez moi décalée de 10, 15, 20%, eh ben on recale.
d'office, au minimum de la bande au-dessus. C'est-à-dire que, je le partage aujourd'hui, mais on n'en fait pas de publicité en interne. Pour moi, ce qui est important, c'est la conversation que j'ai, c'est une conversation talent. Est-ce que la personne est capable ou non de prendre le poste? Si oui, elle devra avoir au minimum le salaire de la tranche de ce poste-là. Donc, il n'y a pas de débat à avoir, mais ce type d'information, quand vous le faites avec une collaboratrice ou un collaborateur, mais essentiellement, les statistiques montrent que c'est beaucoup plus chez des femmes que chez des hommes. On le fait une fois, on le fait 2 fois, on le fait 3 fois. Et à la 4e fois, les gens commencent à parler et comprennent que c'est des personnes qui ont envie de se donner les moyens d'eux. Sur des postes au-dessus, il y aura une vraie volonté de reconnaissance et puis naturellement, le taux monte. C'est ça, c'est vraiment un signal que tu envoies à toutes. Tu montres que c'est possible, tu montres qu'il y a un rattrapage, que le congé mat n'est pas forcément une croix qu'on porte et qui vous blacklist. Comment ça se fait que tu as cette sensibilité? C'est fait d'avoir exposé l'histoire familiale? Non, pas du tout. Cet aspect de D&I pour moi a toujours été, a toujours fait partie, et puis c'est pas seulement pour les femmes, d'ailleurs, c'est pas seulement pour le gender, ça fait partie d'une richesse. Une fois encore, j'ai eu la chance de travailler dans de nombreux pays et on voit, je pense que le prisme business pour moi est très important. C'est-à-dire que on regarde dans les pharmacies, il y a des pays, récemment j'ai eu la chance d'être avec les équipes en Indonésie. En Indonésie, il n'y a que des femmes qui travaillent quasiment dans les pharmacies, mais des femmes qui distribuent des produits, des préparatrices, ont un niveau d'éducation qui est pas très élevé et elles travaillent là pour nourrir une famille. Donc fondamentalement, quand on regarde, on prend un petit peu de recul, l'ambition de m'accompagner, le purpose, c'est Health in Your Hands. Et donc, si on veut faire ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Donc, on se rend compte quand même que si on prend le temps d'éduquer ces personnes en tant qu'entreprise, pour leur apporter du savoir sur nos produits et ce qu'ils soignent et le pourquoi, etc., naturellement, si plusieurs entreprises font ça, naturellement, on peut augmenter le niveau de connaissance. Et si on augmente le niveau de connaissance, on va augmenter le niveau de revenus et on va développer les personnes. Donc, cette dimension-là, je serais tenté de dire, c'est plus du bon sens qu'autre chose et vraiment ce que l'on a envie de faire en tant qu'entreprise. Et je pense que 11 000, c'est pas une entreprise gigantesque comme l'était Mars ou Sanofi à taille humaine, mais de notre prisme, ce qu'on peut faire, faisons-le et faisons-le bien. Oui, c'est un vrai cercle vertueux. Et je reviens à un des points qu'on parlait tout à l'heure, la partie finalement santé mentale, sécurité psychologique. C'est un enjeu qui explose ces derniers temps. On a vu beaucoup de collaborateurs pendant le Covid, partir parfois en burn. Toi, c'est des sujets que tu adresses. Moi, je vois beaucoup de jeunes candidats maintenant pour lesquels ces questions sont vraiment essentielles. L'équilibre de vie, la sécurité psychologique. Comment tu adresses? En plus, toi, tu es une boîte de santé. Oui. Donc, j'imagine que ça va transpirer encore plus. Alors, on essaie de l'adresser, mais c'est un vrai sujet chez nous, sans faire de langue de bois. C'est-à-dire que quand je regarde aujourd'hui les résultats, comme toutes les grosses entreprises, on fait des enquêtes d'engagement. Et ce qui ressort des enquêtes d'engagement de nos équipes, c'est à quel point les gens sont fédérés derrière un projet, derrière ils apprécient le changement de culture. Je les vois travailler au quotidien, c'est des équipes qui travaillent incroyablement bien. En revanche, ce qui ressort comme point de vigilance, c'est on est encore trop complexe dans la façon dont on opère. Et deuxième élément, c'est il y a un niveau de stress qui est important et je comprends parce qu'on a annoncé notre volonté de se séparer du groupe Sanofi, on travaille dessus, ça amène plus de travail. Donc je pourrais répondre à cette question en donnant la liste de ce que l'on fait. Et je pense qu'on fait beaucoup de choses, en particulier sur la flexibilité, sur les congés paternité, sur plein de choses. Mais les résultats me montrent qu'on a encore beaucoup à faire parce qu'on est dans un environnement aujourd'hui qui est quand même stressant. Mais tu n'es pas dans le déni, t'en as conscience. Non, il faut qu'on l'adresse. Mais je pense que c'est un sujet où on a encore un petit peu de travail à faire en entreprise. Et du coup, j'arrive un peu sur la partie plus perso de ce podcast. Donc, on parlait justement équilibre de vie. Tu continues, du coup, la course? Là, c'est pas la bonne parce non, mais je me suis claqué là récemment, donc c'est pas le bon moment. Mais en tout cas, le marathon de Paris, je fais mon sport 3 fois par semaine. Okay. Toujours la course ou t'es sur... Oui, je cours. Je cours.
On a mes équipes ici ont démarré un partenariat avec une app qui s'appelle Gymlib, oui, lequel tu peux avoir accès à des points partout. Oui, c'est un domaine sur lequel je suis vigilant. Actuellement, une fois encore, c'est la deuxième réponse sur langue de bois, pas assez actuellement, dans le sens où je ressens la même situation que j'ai eue il y a quelques années quand je me suis bloqué le dos, dans le sens où quand on travaille sur une séparation, ça nous demande un effort colossal. Donc, j'ai un vrai besoin là de retrouver un équilibre d'une façon ou d'une autre pour se remettre dans le droit chemin. Et c'est une conversation qu'on a en tant qu'équipe de direction, d'ailleurs, parce qu'on se dit, on doit être forcément. Puis quand les équipes nous regardent et sur cette partie-là, et on a des conversations. Moi, mon équipe m'aide beaucoup, dans le sens où, comme on a une culture de feedback, ils me le disent. J'ai pu partager avec eux. Ils me le disent quand ils le remarquent, d'ailleurs. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou, tu vois. Ah non, ça c'est vraiment un point qui est. On n'a absolument pas de tabou, on se dit les choses, et c'est ce que je demande à mes équipes. On gagne ensemble, donc ils savent que ils peuvent me dire les choses, et c'est aussi une règle que j'ai instaurée quand je suis arrivé dans cette équipe, que j'ai toujours eu dans mes équipes. C'est ce que j'appelle la règle des 24 heures. C'est que si vous avez quelque chose à me dire, assumez toujours la meilleure intention de ma part, et quelquefois je peux être trop direct, maladroit, etc. Assumez. C'est positif, c'est de volonté positive. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas et vous quittez un meeting ou une discussion avec moi avec une boule dans le ventre, ne la gardez pas, dites-le moi dans les 24 heures. Pour les extravertis, c'est facile, ils peuvent me le dire dans les 10 minutes. Pour les introvertis, ils peuvent passer une nuit et réfléchir à cela, sur comment le faire, mais 24 heures, ça suffit. Et je leur ai dit, mettons cette règle. Après 24 heures, c'est pas la peine. Ça veut dire parce que c'est aussi une façon dont on crée de la confiance. On se dit les choses et puis on les règle avec la plus grande ouverture. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça. Excellent. Donc, culture du feedback. Ouais. Je retiens la règle des 24 heures. Très bon. Et du coup, est-ce que toi, tu as des inspirations, des choses que tu as lues, vues, visitées, des expos, des bouquins que tu pourrais nous recommander pour cette fin d'épisode? Ouais. Alors, j'ai un bouquin que j'ai lu sur l'aspect RH. Alors, je peux faire peut-être un bouquin RH que j'ai lu récemment qui s'appelle Wrong Fit, Right Fit, qui est un bouquin de quelqu'un qui j'ai travaillé qui s'appelle André Martin, qui parle de la culture. Et je trouve ce bouquin, en tout cas, toute la première partie, j'ai trouvé très bien écrite sur la méthodologie employée. J'ai trouvé ça assez chouette. Il y a un bouquin que je lis assez souvent qui est de René Girard, le philosophe sur le mouton noir, qui il y a une partie que je trouve très très intéressante sur comment les groupes peuvent ostraciser une personne pour se créer en tant que groupe. J'aime beaucoup l'aspect systémique. Je m'intéresse. Et tu le relis carrément souvent? Oui, c'est un petit bouquin. C'est un petit bouquin. Il y a des passages qui sont, je trouve, intéressants. Et puis il y a une partie systémique où moi j'écoute. Tu parles de bouquins, mais moi j'écoute beaucoup de podcasts parce que c'est vraiment un média qui me convient. Donc merci de m'avoir merci de m'avoir invité là. Par exemple Vlan qui a maintenant changé. Ouais, il y a des choses qui m'inspirent beaucoup. Puis sur une note humoristique, si je peux me permettre, c'est que souvent je dis à des personnes de regarder Kung Fu Panda. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde Kung Fu Panda avec un prisme RH... Faut que je le revoie, là. Mais quand on le regarde avec un prisme RH, c'est passionnant. C'est vrai? T'en as conclu. Je le revois, là. Donc, quand il prend le rouleau et qu'il ouvre le rouleau et qu'en face, il n'y a rien et c'est juste toi et ce que tu as dans ta tête qui te permet d'avancer, c'est quelque chose qui parle, ce que dit la tortue. Enfin, vraiment, se le faire avec un rythme RH, c'est vraiment un dessin animé que je trouve très chouette avec des vrais apprentissages, je trouve, en termes de leadership. Et pour une fois, c'est pas des Disney, on tue la maman au départ. Oui, il y a un truc un peu sordide dès le début. Ah, non. Voilà, donc
C'est un truc qui peut aussi fonctionner quelquefois. Je retiens Kung Fu Panda. On savait pas qu'on allait finir un podcast sur Kung Fu Panda. C'est la première et j'aime beaucoup. Moi, je suis très Disney, donc ça me parle. Écoute, merci beaucoup Denis pour ton super témoignage. Moi, je retiens un des conseils que tu as glissé en tout début d'épisode. Choisissez bien votre manager. Je trouve ça très chouette et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Ça marche dans les deux sens. T'as raison. Donc, merci beaucoup à toi et à très bientôt, amis de la RH.